Merci aux organisateurs pour m'avoir convié à intervenir dans la série de la salle 102. C'est un grand honneur et un réel plaisir d'être là. Et naturellement, le plaisir aurait été encore plus grand si la session avait été en présentiel, mais se réunir en ligne est mieux que pas du tout. Donc, il n'est pas dans mes habitudes de lire mes notes écrites lors de mes présentations, mais je ne voudrais pas que mes hésitations en français détournent votre attention du contenu. Pour cette raison, j'ai décidé d'utiliser mes notes écrites pour cette présentation. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui porte sur le rôle du droit international privé dans l'arbitrage. C'est un thème qui pourrait sembler provocateur, particulièrement en France, où l'on a développé une conception de l'arbitrage qui est incompatible avec l'application du droit international privé. C'est la raison pour laquelle, comme point de départ pour mon analyse, j'ai choisi d'utiliser un écrit de Berthold Goldman, qui est basé sur une intervention qu'il a donnée pour le Comité français du droit international privé et qui a été publié dans les travaux du comité en 1977. Cette intervention s'intitule « Lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux, réalité et perspective ». Il ne s'agit bien évidemment pas du premier travail sur ce thème, ni du dernier. Pour mentionner un des travaux les plus récents sur ce même thème, je peux citer un exemple, le cours général que George Berman a donné à l'Académie de la Haye en 2017. Pendant les 40 années qui séparent ces deux travaux, on peut également rencontrer de nombreuses œuvres portant sur ce même thème. Pour ne citer que quelques auteurs qui ont écrit sur ce même thème, Pierre Lalive, René David, Emmanuel Gaillard, Ulle Lando, Luca Radicati di Brozzolo, Diego Fernández Arroyo et plusieurs autres. La majorité de ces auteurs soutiennent l'idée d'une délocalisation de l'arbitrage et l'utilité de l'application de la lex mercatoria pour trancher les conflits internationaux. Cependant, quelques voix se sont élevées contre la conception de l'arbitrage comme détaché des systèmes juridiques nationaux et pour l'utilité du droit international privé dans l'arbitrage international. Je peux citer F. Amann comme étant l'un des critiques les plus importants de la théorie de la délocalisation. Néanmoins, Goldman a, à travers ses écrits, posé les bases de la théorie de la délocalisation et il est donc approprié d'étudier son raisonnement. L'autre raison pour laquelle j'ai décidé de m'appuyer sur l'écrit de Goldman de 1977, c'est que je trouvais intéressant qu'il se soit adressé au Comité français du droit international privé. Le comité n'est certes pas le même organisme que la salle 102, mais il partage tout de même plusieurs traits communs avec elle. Et j'ai apprécié ce parallèle. Après 46 ans d'influence presque entièrement incontestée sur la théorie de l'arbitrage, il peut être intéressant de reconsidérer son intervention. Ce que j'avais pensé faire, c'est mettre en évidence trois des arguments sur lesquels la thèse de Goldman s'appuie. Selon le premier argument, la pratique d'exclure expressément l'application de toute loi étatique n'est pas exceptionnelle dans les contrats internationaux. Selon le second, le recours à l'arbitrage international est à lui seul considéré comme un instrument d'internationalisation du contrat. D'après Goldman, les tribunaux arbitraux ne sont pas appelés à l'application d'un droit étatique, mais à l'application et au développement de la lex mercatoria, qui aujourd'hui est souvent dénommée droit souple. Et selon le troisième argument, la loi étatique est par définition étrangère au fort arbitral. Goldman s'appuie sur ces trois arguments
pour développer la thèse selon laquelle un raisonnement de type conflictuel n'est pas nécessaire dans l'arbitrage. Dans sa vision, l'arbitre applique le droit de manière immédiate, d'autant plus que le droit applicable n'est pas un droit étatique, mais la lex mercatoria. Le droit international privé n'aurait donc pas de fonction dans l'arbitrage. On peut d'abord noter que certains aspects de ces arguments ne reflètent pas nécessairement l'état des choses actuelles. Pour se pencher sur le premier argument, qui souligne l'exclusion par les parties de la loi étatique, je pourrais me référer de manière anecdotique à ma propre expérience en tant que membre de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Comme vous le savez, la CCI est la première institution arbitrale au monde qui, chaque année, administre dans le monde entier plusieurs centaines d'affaires. La Cour d'arbitrage contrôle la qualité de chacune décision arbitrale qui est rendue dans le cadre du règlement de la CCI. Au cours de 5 années où j'ai participé aux travaux de la Cour, parmi les centaines de projets de décision qu'on a contrôlés, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de rencontrer le cas où les parties avaient exclu l'application de la loi étatique. Et de ma propre expérience comme arbitre, dans la centaine d'affaires que j'ai eu à trancher, je n'en ai vu aucun. Certes, les observations anecdotiques n'ont aucune valeur objective, mais cela correspond au résultat d'un sondage qui a été mené par la School of International Arbitration of the Queen Mary University of London en 2010. Le sondage confirme le faible pourcentage de contrats qui choisissent une loi non étatique. Le même constat est fait à travers la littérature. Par exemple, un article que Gilles Cuniberti a publié en 2013, un autre que Ralph Michaels a publié en 2014, et un livre sur la force majeure en Asie, publié en 2021 par Sippel et Dugal. Cet argument de Goldman semble donc avoir perdu de sa pertinence aujourd'hui. Goldman ajoute une observation pour soutenir l'argument selon lequel le recours à l'arbitrage exclut l'application de la loi étatique. Selon lui, l'application de la lex mercatoria, donc de la loi non étatique ou du droit souple, ne dépend pas d'une référence convenue. L'arbitre pourrait appliquer la lex mercatoria sans que le parti y ait fait référence. Or, cela ne correspond pas à la situation législative dans tous les pays. Comme exemple, je peux citer l'article 46.3 de la loi anglaise sur l'arbitrage et l'article 28.2 de la loi type Knudsen. Une grande partie des affaires internationales sont tranchées en Angleterre et la loi type Knudsen a été adoptée dans plus de 80 pays. Il s'agit donc de 2 sources très importantes dans l'arbitrage international. Selon ces 2 sources, l'application d'une loi non étatique dépend de l'accord des parties. Cela n'empêche pas, bien sûr, le tribunal de proposer l'utilisation de la lex mercatoria. Mais sans l'accord des parties, le tribunal doit appliquer une loi étatique. Et comme dans la pratique, comme on vient de le faire remarquer, les parties choisissent rarement une loi non étatique, il s'ensuit que l'application de la lex mercatoria n'est pas un attribut nécessaire de l'arbitrage. Encore une fois, un argument de Goldman semble avoir perdu de sa pertinence aujourd'hui. Il faut observer que l'argumentation de Goldman vise un genre d'arbitrage particulier, l'arbitrage d'investissement. Comme vous le savez, l'arbitrage d'investissement tranche les disputes entre l'investisseur étranger et l'État hôte en appliquant le droit international public. Sans qu'il y ait de lien direct avec notre thème, je peux, par souci d'exhaustivité,
ajouté qu'il y a un cadre procédural particulier pour l'arbitrage d'investissement basé sur la Convention CIRDI de 1965. Cependant, presque la moitié des disputes d'investissement n'a pas lieu dans le cadre de la Convention CIRDI, mais est soumise aux règles procédurales applicables à l'arbitrage commercial. Dans notre contexte, cependant, ce n'est pas tant l'aspect procédural qui compte, mais celui de fond. Or, l'argumentation de Goldman est développée pour l'arbitrage d'investissement. Comme je l'ai dit, l'arbitrage d'investissement est basé sur le droit international public. Plus précisément, il a pour but de vérifier si l'activité de l'État hôte, incluant son activité législative, constitue un abus de pouvoir qui violerait la protection des investissements qui est garantie par le droit international public. La légitimité de l'activité de l'État hôte, incluant son activité législative, doit nécessairement être évaluée sur la base d'un ordre juridique qui n'appartient pas à l'État même. La dimension du droit international public donne l'extériorité nécessaire. Dans ce contexte, on ne peut que partager la thèse selon laquelle la loi de l'État intéressé ne peut pas être la seule source pour trancher la dispute. Ce que je remets en question, c'est que le raisonnement qui est applicable à l'arbitrage d'investissement soit applicable à l'arbitrage commercial. Goldman, dans son intervention, ne se réfère pas à l'arbitrage commercial. Cependant, la thèse de la délocalisation, bien qu'elle soit développée pour l'arbitrage d'investissement, s'est très vite étendue à tout l'arbitrage. Depuis des décennies, l'arbitrage entier, incluant l'arbitrage commercial, est décrit comme un ordre juridique autonome qui n'est pas sujet à une loi étatique spécifique et dans lequel la lex mercatoria s'inscrit comme le droit applicable au fond idéal. Est-ce justifié de faire un parallèle entre les deux formes d'arbitrage? Si tel était le cas, la délocalisation aurait toute sa place pour l'arbitrage commercial aussi. Cependant, la nécessité d'extériorité au droit étatique, qui est intrinsèque à l'arbitrage des investissements, n'est, à mon humble avis, pas présente dans l'arbitrage commercial. Alors que l'arbitre d'investissement évalue la légitimité de la législation étatique, l'arbitre commercial applique le contrat en situation factuelle. Or, si l'objet de l'évaluation arbitrale est si différent dans les deux types de disputes, il n'est pas clair que les paramètres pour l'évaluation doivent être les mêmes. Tandis que la légitimité de la législation ne peut pas être évaluée sur la base de la législation elle-même, une telle dimension extérieure et corrective n'est pas nécessaire pour l'application de la loi au contrat. Bien sûr, le contrat lui-même, qui est l'objet d'une dispute commerciale, doit être appliqué sur la base de sources extérieures. Or, pour le contrat, l'élément d'extériorité et de correction est donné par le droit applicable. La nécessité d'une correction supplémentaire extérieure au droit applicable ne coule pas de source pour les disputes commerciales, contrairement aux disputes d'investissement. Le droit applicable n'est pas l'objet de la dispute, mais au contraire, il donne les paramètres extérieurs pour la trancher. Même la manifestation la plus haute de la transnationalisation du droit contractuel, notamment le principe d'unidroit, confirme qu'il n'y a pas de place pour une fonction corrective des lois étatiques dans les disputes commerciales. L'article 1.4 des principes d'unidroit affirme que les principes mêmes ne peuvent pas déroger aux règles indérogeables du droit applicable. Une fonction corrective du droit étatique est, en d'autres termes, non seulement non nécessaire dans les disputes commerciales,
mais en plus, elle n'est pas disponible dans la source la plus reconnue du droit contractuel souple, qui n'a pas la vocation de corriger le droit indérogeable. Quoi qu'il en soit, pendant les 40 années qui ont suivi l'intervention de Goldman, la thèse de la délocalisation a recouvert la totalité de l'arbitrage sans distinguer la nature commerciale ou de protection des investissements. La thèse de la délocalisation affirme que l'arbitrage n'est pas sujet au droit étatique et l'arbitre ne doit pas appliquer au fond un droit étatique. Il s'ensuit que le droit international privé, qui a la fonction de permettre le choix du droit applicable, ne joue pas un rôle dans l'arbitrage. La théorie de la délocalisation exerce une si grande influence que l'application du droit international privé dans l'arbitrage est considérée comme réactionnaire, étatiste, excessivement formelle, inutilement compliquée et hostile à l'arbitrage. Peut-on cependant réellement affirmer que le droit international privé est hostile à l'arbitrage? J'affirmerai que non seulement il est loin d'y être hostile, mais qu'en plus, il est d'une certaine utilité à l'arbitrage, et ce, à deux différents niveaux. D'une part, pour les parties à une dispute spécifique, et d'autre part, pour l'arbitrage en général. En premier lieu, concernant les parties à une dispute spécifique, je mettrai en lumière leur intérêt à ce que la sentence arbitrale soit définitive et exécutoire. La sentence doit en plus être prévisible, mais je ne me concentrerai que sur l'aspect définitif et exécutoire, étant évident que le droit international privé contribue à la prévisibilité du droit du fond et donc du résultat. En second lieu, concernant l'arbitrage en général, je mettrai en évidence l'intérêt à ce que le champ d'application de l'arbitrage, l'arbitrabilité, soit aussi large que possible. Penchons-nous tout d'abord sur le premier intérêt qui porte sur la sentence arbitrale spécifique. Je peux rappeler la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales ainsi que les législations nationales sur l'annulation des sentences arbitrales. Toutes ces sources listent de manière exhaustive les raisons qui empêchent qu'une sentence arbitrale ait des effets. Parmi elles, 3 sont pertinentes dans notre raisonnement. Excès du pouvoir du tribunal, violation de l'ordre public, non-arbitrabilité. Concernant l'excès de pouvoir, on ne peut que constater que le pouvoir du tribunal arbitral est fondé sur le consentement des parties. Une sentence qui va au-delà de l'accord des parties excède le pouvoir conféré au tribunal. Or, il se peut qu'un tribunal craigne que l'application du droit choisi par les parties conduise à une décision qui enfreigne l'ordre public. Par exemple, la sentence violerait le droit de la concurrence. Les parties peuvent avoir choisi le droit d'un pays tiers précisément afin d'éviter les règles sur la concurrence. Le tribunal se retrouve face à un dilemme. D'un côté, une sentence qui n'applique pas le droit choisi par les parties et une sentence en excès de pouvoir. Et d'un autre côté, une sentence qui n'applique pas le droit de la concurrence peut enfreindre l'ordre public. Les deux sont des raisons suffisantes pour annuler la sentence ou pour en refuser l'exécution. Comment le tribunal arbitral peut concilier ces deux aspects du dilemme apparemment inconciliables? Quelle possibilité aurait le tribunal arbitral pour appliquer un droit qui n'a pas été choisi par les parties? Si le choix de droit n'est pas fondé sur le consentement des parties, sur quelle base le tribunal s'appuierait-il pour appliquer le droit de la concurrence sans excéder son pouvoir? Le tribunal doit respecter la volonté des parties. Or,
Si on raisonne en termes de droit international privé, le choix fait par les parties n'est que l'exercice d'une règle de conflit. Comme on le sait, les règles de conflit ont une portée déterminée. Le choix des parties ne s'étend pas au droit fiscal, au droit pénal, etc. Il ne s'étend pas non plus au droit de la concurrence. Par conséquent, le tribunal ne viole pas les instructions données par les parties quand il applique les règles sur la concurrence appartenant à un droit tiers. Le tribunal appliquera le droit choisi par les parties aux questions du droit contractuel et de la responsabilité civile qui tombent dans le domaine de l'autonomie des parties. Pour les autres questions pour lesquelles l'autonomie des parties n'a pas d'effet, le tribunal appliquera le droit qui est désigné par la règle de conflit pertinente. Ce raisonnement de droit international privé permet au tribunal d'appliquer le droit de la concurrence sans pour autant excéder le pouvoir qui lui a été conféré par les parties. De cette façon, le droit international privé permet d'éviter à la fois la violation de l'ordre public et l'excès du pouvoir. A contrario, sans un raisonnement de type conflictuel, le tribunal devrait trouver une nouvelle base sur laquelle s'appuyer pour expliquer l'application d'un droit qui diffère du droit choisi par les parties. En exemple, il a été suggéré que le tribunal ait une obligation éthique de prendre en considération les lois de police. Cette solution ne semble pas donner une base très prévisible. Quels sont les paramètres pour cette obligation éthique? Quelles sont les conséquences si cette même obligation éthique n'est pas remplie? Ainsi, le droit international privé donne les moyens pour rendre une sentence arbitrale qui, en manière prévisible, peut résister au contrôle judiciaire. À ce propos, il ne faut pas oublier que le contrôle judiciaire n'est pas une nouvelle instance au fond. Le juge qui contrôle la sentence arbitrale doit s'assurer que les principes fondamentaux, tant procéduraux que substantiels, aient été respectés. Il n'est pas dans la compétence du juge d'évaluer si le tribunal arbitral a appliqué la loi correctement, s'il a bien interprété le contrat, etc. Cela signifie que le contrôle judiciaire est assez limité. C'est exclusivement quand la sentence arbitrale enfreint des principes fondamentaux que le juge peut intervenir. La possibilité de constater un excès de pouvoir et encore plus une violation de l'ordre public est par conséquent très restreinte. Une violation faible qui n'a pas de conséquences remarquables sur la décision arbitrale n'est pas suffisante pour conclure que les principes fondamentaux ont été enfreints. On ne parle donc que de situations exceptionnelles. Pour cette raison, selon une opinion assez répandue, l'ordre public ne joue pas un rôle significatif dans l'arbitrage commercial. Cependant, à mon avis, l'exceptionnalité de l'application de l'ordre public pour annuler une sentence ou pour refuser son exécution n'est donc pas un argument pour ignorer les limites qui en découlent. Contrairement à ce qu'on croit, il arrive que l'ordre public soit invoqué dans le contexte de disputes commerciales. Et il faut donc en tenir compte. L'exemple classique est le droit de la concurrence, déjà mentionné. Les parties s'accordent sur la division du marché et le contrat enfreint le droit de la concurrence de l'Union européenne, qui est d'ordre public. Si une partie réclame par arbitrage la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, l'autre partie peut invoquer la nullité du contrat basé sur le droit de la concurrence. Si la sentence arbitrale applique le contrat malgré son conflit avec le droit de la concurrence, elle peut enfreindre l'ordre public. Si le droit de la concurrence est l'exemple classique, l'exemple en vogue est la corruption.
Si le contrat est mis en place par corruption, une décision arbitrale qui le confirme enfreint l'ordre public. Il y a plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation qui ont annulé des sentences arbitrales sur cette base. C'est le résultat d'un développement intéressant du contrôle mené par les cours françaises qui vaut la peine de mentionner ici. Les cours ne peuvent intervenir que quand la violation de l'ordre public est manifeste, effective et concrète. Or, il y a au moins deux façons de mettre en œuvre ces critères. Les cours françaises ont développé l'approche minimaliste, qu'ils sont en train d'abandonner quand il s'agit de corruption. Et les cours de plusieurs pays européens adoptent une approche maximaliste. Selon la thèse minimaliste, si la décision arbitrale montre que le tribunal a pris en considération la question et a conclu que l'ordre public n'a pas été violé, la Cour doit accepter cette évaluation. Selon la thèse maximaliste, la Cour peut et doit apprécier indépendamment de la décision arbitrale s'il y a violation de l'ordre public. La thèse minimaliste semble perdre de l'autorité dans son pays d'origine, la France, notamment quand il s'agit de corruption ou de criminalité économique, comme je viens de le faire remarquer. La thèse minimaliste, néanmoins, bénéficie encore d'un large soutien dans la communauté arbitrale. Cela s'explique par le fait qu'elle est en accord avec la thèse de la délocalisation, selon laquelle toute interférence de la Cour dans l'autonomie des parties, ainsi que dans son fruit, la sentence arbitrale, doit être réduite au minimum. Cependant, cette thèse minimaliste peut s'avérer nuisible à l'arbitrage. Il y a notamment le risque qu'en contrepartie de cette restriction du contrôle judiciaire, la portée de l'arbitrabilité soit réduite. En fait, la possibilité de trancher les disputes par arbitrage en excluant la compétence des cours est acceptée tant que la Cour garde la compétence sur les principes fondamentaux, comme la réglementation de la Convention de New York et de presque toutes les lois nationales sur l'arbitrage, y compris la loi française, le confirment. Cela est évident dans deux arrêts dans le domaine de la concurrence. Le premier arrêt est de la Cour suprême fédérale américaine dans l'affaire Mitsubishi de 1985. Dans cet arrêt, la Cour a abandonné l'approche traditionnelle qui considérait comme non arbitrables les litiges liés aux questions de droit de la concurrence, en expliquant que la Cour aurait pu, au moment de l'exécution de la sentence arbitrale, donner un second regard au respect des principes fondamentaux. La possibilité de donner un second look lors du contrôle a donc permis d'étendre la portée de l'arbitrage à la matière de la concurrence. Le même lien entre arbitrabilité et contrôle judiciaire est sous-entendu par la Cour de justice européenne dans l'affaire Ecosuisse de 1999. Le lien étroit dans les deux, arbitrabilité et contrôle judiciaire, transparaît aussi dans certaines des opinions des avocats généraux de la Cour de justice européenne. Dans l'affaire CDC, l'avocat général s'était opposé à l'arbitrabilité des questions relatives aux droits de la concurrence parce que les limitations au contrôle judiciaire professées par la thèse minimaliste n'assureraient pas que le droit de l'Union européenne soit mis en œuvre d'une façon uniforme. De même, dans l'affaire Genentech, l'avocat général s'était opposé à l'approche minimaliste. Si la Cour elle-même ne s'est pas prononcée sur la question dans ces deux affaires, elle s'est cependant exprimée dans une troisième affaire, même s'il ne s'agissait que d'un obiter dictum.
Dans l'affaire Achmea, qui en effet portait sur l'arbitrage des investissements, la Cour a confirmé obiter dictum que les disputes commerciales qui relèvent du droit européen peuvent être tranchées par arbitrage commercial pourvu que la sentence arbitrale soit sujette au contrôle judiciaire maximaliste. Qu'un contrôle judiciaire trop restreint soit une menace pour la portée de l'arbitrage est confirmé aussi par des décisions de cour nationales en Autriche, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre, qui ont refusé l'arbitrabilité des litiges portant sur l'agence commerciale par crainte que le droit européen sur l'agence ne soit mal appliqué. Si le champ d'application de l'arbitrage est lié au contrôle judiciaire et à la possibilité pour le cours de vérifier le respect des principes fondamentaux, l'approche maximaliste est la plus favorable à l'arbitrage. Tant que le contrôle judiciaire n'est pas dépourvu de contenu réel, comme il le serait selon la théorie minimaliste, la portée de l'arbitrabilité n'est pas menacée. Est-ce que le contrôle judiciaire représente une menace pour l'autonomie de l'arbitrage? Comme je viens de le dire, la Convention de New York et les législations nationales sur l'arbitrage donnent généralement une réglementation très stricte du contrôle que les cours peuvent exercer. Il s'agit d'assurer que la sentence arbitrale ait été rendue en application des principes fondamentaux et non d'évaluer si la sentence est correcte. Le juge ne peut pas substituer son évaluation à celle du tribunal arbitral. Tant que la Cour exerce son contrôle dans le respect des limites posées par le droit de l'arbitrage, l'autonomie de l'arbitrage ne serait donc pas excessivement restreinte. Au contraire, l'arbitrage en tirera le bénéfice que la portée de l'arbitrabilité ne sera pas réduite. Cela signifie que les cours ont la compétence d'évaluer de manière indépendante si la décision arbitrale est compatible avec l'ordre public. Il est, en d'autres termes, important que le tribunal arbitral tienne compte de l'ordre public pour que la sentence soit valide et la portée de l'arbitrabilité soit assurée. L'ordre public est donc la limite au-delà de laquelle l'autonomie des parties et la discrétion de l'arbitre ne peuvent pas aller. Après avoir expliqué comment la validité de la sentence arbitrale et sa force exécutoire ainsi que le domaine de l'arbitrabilité dépendent du respect à la fois de l'instruction des parties et de l'ordre public, et après avoir montré comment le droit international privé permet de réconcilier ces deux éléments, il faut vérifier si le droit international privé représente une menace pour l'autonomie de l'arbitrage. On entend souvent dire que le droit international privé restreint la possibilité de l'arbitre d'appliquer les règles les plus adaptées au commerce international. Il est dans cette argumentation sous-entendu que le droit international privé, qui a comme but de choisir un droit national, empêche l'application des normes du droit souple. Il est également sous-entendu que le droit souple est la seule source appropriée pour trancher un litige commercial international. Or, je voudrais remettre en question ces deux thèses, et ce, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, plusieurs lois sur l'arbitrage ont une règle de conflit qui permet aux parties de choisir le droit souple. Par exemple, l'article 28.1 de la loi type Knudsen. Comme il s'agit d'une règle de conflit qui s'applique spécialement à l'arbitrage, elle a le caractère de lex specialis. Par conséquent, elle peut déroger à la règle générale du règlement européen de Rome I, pour mentionner un exemple important de droit international privé, qui ne permet que de choisir les lois étatiques. Le droit international privé
n'empêche donc pas l'application du droit souple dans l'arbitrage. En plus, la règle de conflit général n'empêche pas les parties d'exercer leur autonomie dans le cadre de la liberté contractuelle. Si les parties, par exemple, veulent régler la division des droits et obligations respectives relatives à l'expédition de marchandises, ils peuvent le faire en écrivant toute la réglementation dans les contrats. Il serait plus efficace de faire référence aux incoterms. Les incoterms sont une source souple, mais Rome 1 n'interdit pas leur incorporation dans le contrat. Certes, Rome 1 ne permet pas de choisir les incoterms comme le seul droit applicable au contrat, mais cela n'est pas la vocation des incoterms, d'être applicable au contrat entier, en excluant toutes les autres sources. Et cela introduit le troisième volet de mon argumentation. Les incoterms ne règlent que la division entre les parties de certains droits et obligations, et ne règlent pas les questions comme la validité du contrat, l'impossibilité de l'exécution ou sa résiliation. Autrement dit, même s'il était permis de choisir les incoterms comme le seul droit applicable, ceci ne pourrait pas remplacer le droit applicable dans son intégralité. Cela s'applique à toutes les sources de droit souple, même le principe d'unidroit que j'ai déjà mentionné, et qui ont la vocation d'être une source souple pour le droit contractuel dans son intégralité. Même eux ne couvrent pas forcément toutes les questions qui peuvent survenir devant le tribunal. Le principe donne une réglementation de la matière contractuelle. Or, le tribunal arbitral peut se retrouver à résoudre de façon préalable ou à tenir compte de questions dans plusieurs matières. Supposons une demande de réparation du préjudice pour inexécution du contrat. Le défendeur invoque que le contrat n'était pas entré en vigueur parce que la résolution du conseil d'administration à laquelle le contrat était conditionné n'est pas valide. Le principe d'unidroit donne une réglementation de l'inexécution du contrat et de la réparation du préjudice. Mais la validité d'une résolution du CDA est une question de droit sociétaire et ne tombe pas dans le champ d'application des principes. Il faut donc appliquer un droit étatique à la question sociétaire. Même un contrat simple comme un contrat d'achat ne peut pas être exclusivement réglé par les principes parce que ceux-ci ne règlent pas les aspects de droit réel. Le transfert de propriété ne sera donc pas sujet au principe d'unidroit, mais au droit réel applicable. Cela signifie qu'un arbitre ne peut pas se limiter à appliquer les principes d'unidroit, même s'ils ont été choisis par les parties et les parties avaient le pouvoir de les choisir. Pour les questions qui ne sont pas réglées par les principes, il faut appliquer un droit étatique. Et le droit international privé est par conséquent utile, même quand le droit souple est le droit choisi par les parties. Il s'ensuit que le droit souple peut compléter les droits nationaux de la même manière que les parties peuvent le faire en exerçant leur autonomie contractuelle. Le droit international privé ne limite pas cette fonction de spécification. Le droit international privé interdit plutôt que le droit souple soit la seule source, mais comme on vient de le voir, le droit souple n'a pas la capacité ou la vocation d'être la seule source applicable. Par ailleurs, le droit souple n'est pas non plus forcément exclu si les parties n'y ont pas fait référence et un droit national est sélectionné. Cela s'explique par le fait que, souvent, le droit étatique lui-même fait référence aux usages commerciaux. Et donc, le droit souple peut être appliqué dans le cadre du droit étatique. Il y a donc sans doute une différence entre la possibilité de choisir le droit souple comme droit applicable
qui est accordée par plusieurs lois sur l'arbitrage, et la limitation du choix en droit étatique, qui est souvent prévue par le droit international privé. Néanmoins, la différence est moins importante qu'on ne pourrait le penser. C'est parce que, d'un côté, le droit souple ne couvre pas toutes les questions et a besoin d'être intégré par le droit étatique. Et, d'un autre côté, le droit étatique a suffisamment de flexibilité pour pouvoir être intégré par le droit souple. En conclusion, l'arbitrage n'a pas à craindre pour son autonomie, ni par rapport au contrôle judiciaire, ni par l'utilisation du droit international privé. En plus, le droit international privé est instrumental au bon fonctionnement de l'arbitrage. Et cela non seulement parce qu'il favorise la prévisibilité du droit applicable au fond de la décision, mais en plus, car il donne les moyens pour ne pas excéder les instructions des parties tout en prenant en considération le droit qu'il faut appliquer pour préserver l'ordre public. Cela est tout à la fois dans l'intérêt des parties en litige spécifique et dans l'intérêt de l'arbitrage en général. Les parties peuvent, grâce au droit international privé, compter sur une décision qui soit valide et exécutoire et qui puisse donc résister au contrôle judiciaire. Et l'arbitrage en général peut, grâce au lien entre l'arbitrage et le droit étatique, conserver un large champ d'application. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition pour toutes vos questions éventuelles.